Salut à tous, merci d'être avec nous sur 01net TV. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve, vous le savez, pour évoquer tous les sujets, les grands sujets liés aux nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va parler de l'Internet des objets à l'occasion d'une journée exceptionnelle ici, réalisée en plein Paris sur l'Internet des objets et l'Axel, qui est une association qui regroupe les plus grandes sociétés françaises, avec deux thèmes qu'on va aborder pour deux émissions exceptionnelles. Tout à l'heure, on évoquera la santé, mais pour débuter, Jérôme, on va évoquer la mobilité. Oui, alors un petit mot d'abord de l'endroit où nous nous trouvons, que vous apercevez autour de nous. C'est très chic, hein. Magnifique, Ah ouais. une sorte de salon. Nous sommes à la maison des travaux publics. On n'est pas chez toi donc. Non, désolé de te décevoir. Ça n'a rien à voir avec la mobilité ni avec les objets connectés, mais malgré tout, on en parle ici aujourd'hui. Alors, effectivement, la technologie, les objets connectés au service des transports, avec deux invités. Tout d'abord, Laure Wagner d'un service que vous connaissez probablement qui s'appelle Blablacar. Bonjour. Bonjour Laure. De covoiturage. On va évoquer le covoiturage et puis peut-être aussi comment tout ça va évoluer. Et puis notre autre invité, David Leborn, bonjour. Bonjour. Vous travaillez donc dans cette grande entité, cette belle maison qui est la SNCF. Vous êtes exactement... Directeur du numérique, on peut dire ça directeur du numérique, comme ça, En anglais, Chief Digital Officer ou directeur digital en français, tout simplement. CDO. Et vous êtes aussi membre de l'Axel, l'Axel qui organise cette journée donc de l'Internet des objets. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'Axel en quelques secondes ? En quelques secondes, c'est une association d'entreprises, voilà, qui sont membres, sur lesquels il y a un regard sur toute la transformation digitale. Pour nous, ce qui nous intéresse par rapport au sujet d'aujourd'hui, SNCF, c'est qu'ils font un lien aussi avec l'Europe sur la récupération d'informations venant d'industriels comme nous, et puis un lien avec l'Europe pour quelles sont les nouvelles normes autour de cela. Donc on fait un lien directement sur l'IoT qui va transformer le monde de la mobilité, surtout quand on parle de voitures autonomes, avec l'Axel. Oui. Alors l'IoT, donc l'Internet des objets, effectivement, de quelle manière est-ce que ça va transformer notre manière de voyager et notamment de voyager en train ? Oui, le futur de la SNCF et du train. Quand on parle du futur, le présent, nos clients attendent beaucoup plus d'efficacité de la part de la SNCF qui fait rouler 15 000 trains par jour avec 90% de régularité, mais 10% d'irrégularité, ça fait toujours 1500 trains, ça fait quand même beaucoup. Donc en fait, la technologie, l'IoT, l'intelligence artificielle combinée va nous permettre d'être beaucoup plus chirurgicaux sur la maintenance de nos opérations, de nos trains, de nos infrastructures, de nos gares, pour finalement anticiper avant que l'infrastructure tombe en panne, pour les réparer avant qu'ils tombent en panne. Alors, finalement apporter des trains plus réguliers. Plus réguliers. De quelle manière ? Donc vous mettez des capteurs partout aujourd'hui dans les trains, sur les voies ? Alors le capteur, c'est un mot à la mode. On en met de manière, comme je l'ai dit, de manière chirurgicale. On n'essaye pas de mettre X centaines de milliers. On essaie de combiner finalement la donnée du capteur avec des données météorologiques, avec des données de relief, parce qu'on circule bien sûr sur le territoire. Mélanger tout ça avec l'intelligence artificielle pour beaucoup mieux prédire ce qu'il se passe. Et prédire, c'est anticiper. Donc c'est réparer avant que ça tombe en panne. Par exemple, ça concerne quoi ? Quel type d'équipement ? Par exemple, on a le givre en hiver. Le givre a un impact sur les caténaires qui fait que si le caténaire est complètement givré, le train ne circule pas. Donc on a voulu au départ mettre beaucoup de capteurs sur les caténaires, et finalement on met peu de capteurs, on combine les données météo, on combine les données de relief, comme je vous l'indiquais, on améliore les algorithmes d'intelligence artificielle, et c'est cette combinaison des trois qui va nous donner une meilleure connaissance comment se forme le givre. Et donc si on sait comment il se forme, on va agir, on va anticiper pour le dégivrer, le mieux l'entretenir pour que les trains puissent rouler. Ouais, ne pas être surpris par un problème de caténaire à la dernière minute. C'est la même chose pour la végétation. Ce qui bloque le train. Pour la végétation, c'est-à-dire ? Exactement. On récupère en fait là c'est plus des données, c'est moins lié à l'IoT, mais plus aux données qu'on récupère de relief, de végétation, de vitesse de train, pour voir quel est l'incidence sur les roues qui deviennent soi-disant carrées, en fait, à force de patiner. C'est en combinant finalement l'ensemble de ces données qu'on a une meilleure connaissance et qu'on va préparer et agir sur une meilleure traitement de la végétation, meilleure vitesse des trains, pour que l'ensemble puisse apporter des trains
plus régulier. Tu savais que toi que les roues des trains pouvaient être carrées? Bah non. Bah écoutez, les roues carrées. David, franchement, c'est peut-être pas très rassurant. Faites en sorte que ça n'arrive pas. Avant qu'elle soit carrée, ça n'arrive pas. Mais c'est-à-dire qu'elle s'use. Elle s'use. Ouais. Alors ça, c'est aujourd'hui tout ce dont vous nous parlez, c'est concret. Ce sont des capteurs que vous avez sur les lignes. C'est quelque chose qui existe déjà. C'est quelque chose qui existe, qui est assez nouveau parce que c'était une industrie contrainte par la réglementation, par la sécurité, donc on va moins vite que d'autres industries, quelques domotiques dans la maison. Tout est contraint par la sécurité, donc on privilégie toujours la sécurité avant l'innovation. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est 10 millions de personnes par jour. Et il n'y aura pas de compromis sur la sécurité pour nos voyageurs. Ce que ça apporte très concrètement, avec le lien avec notre voisine de Blablacar, c'est qu'on essaye aussi surtout de créer un monde de plateforme. Parce que nous, on ne le fabrique pas, on est un opérateur de services de mobilité. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est récupérer les données, les agréger sur l'application SNCF que vous avez bien sûr chargée, qui va donner une information voyageur de plus en plus contextualisée. Maintenant, c'est oui SNCF. Alors oui SNCF, c'est le nom de Voyage SNCF qui est venu par oui SNCF sur la partie distribution, vente de billets. L'application SNCF, application d'information multimodale, qui va être en capacité donc de vous donner du point A au point B en monde urbain, périurbain et rural, un ensemble de mobilités, dont le train fait partie bien entendu, mais si à un endroit on n'opère pas et que nos amis de Blablacar sont présents, on va être en capacité, grâce aux algorithmes qu'on utilise, grâce aux données partagées, de proposer une mobilité de bout en bout, ce qu'on préfère proposer la mobilité de nos concurrents, plutôt que de ne rien proposer du tout. Pas de mobilité du tout. Exactement. Ouais. Alors ça c'est le train d'aujourd'hui, mais le train de demain, faites-nous un petit peu, j'allais dire rêver. On peut rêver avec le train, hein. Franchement, moi quand j'étais petit, le train ça me faisait rêver. Le train de demain, il ressemblera à quoi? On parle de voiture autonome par exemple. Est-ce que le train de demain sera tout comme une voiture autonome? Alors je ne sais pas si le train autonome ça fait plus rêver qu'un train qui n'est pas autonome. Ce que ça apporte, c'est beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de technologie qui va nous permettre de faire rouler plus de trains sur les mêmes voies. Aujourd'hui, le transport augmente, c'est l'accès à l'emploi, l'éducation, la culture, et on a une responsabilité par rapport à cela. Donc finalement, c'est utiliser la technologie pour que le train de demain soit plus de trains pour nos voyageurs qui réclament du train. Du transport. Je vous rappelle on parle de plus en plus de tech for good. Et là, nous, c'est notre ADN finalement, de proposer une mobilité décarbonée. Donc, il y a une demande forte liée à la prise de conscience environnementale qu'on apporte beaucoup plus de mobilité partagée, dont le train est bien sûr la meilleure mobilité décarbonée du moment. Donc, pour faire rouler plus de trains. C'est ça le train du futur. C'est plus de trains pour nos voyageurs grâce à la technologie. Et plus de confort aussi pour les passagers. Est-ce que, je sais pas moi, l'intérieur d'un train va changer dans les 10, 15 ans, 20 ans je ne sais pas si c'est lié à la techno, mais la techno va permettre de savoir si un train est rempli ou pas assez rempli, à proposer des services dessus. Ce qu'on teste actuellement, plutôt pour l'Île-de-France, enfin le lieu de forte densité, c'est de mettre des capteurs dans les trains pour indiquer au client qui utilise son smartphone préféré que le train est rempli, il vaut mieux aller sur telle partie du quai où il y a plus de place dans le train, ou attendre le RER suivant, grâce aux IoT, justement, grâce aux capteurs qu'on va recenser, pour donner un meilleur service. Essayer d'apporter plus de visibilité, de mieux servir nos clients en apportant une information temps réel beaucoup plus efficace qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce serait pas mal dans le métro, ça tient aussi. Il faut en parler à la RATP, mais je crois qu'ils travaillent dessus également. Oui, j'imagine que c'est des problématiques globales. Bon, merci beaucoup David pour toutes ces précisions. Et on va libérer notre invité, David Leborgne de la SNCF, puisque vous avez un rendez-vous, vous avez un train à prendre peut-être. J'ai un train à prendre. Voilà, exactement. Ça, merci professionnel jusqu'au bout. Merci, très bonne journée. Merci beaucoup. Et donc on passe à la voiture, bien sûr. Alors on l'a compris, il y a déjà une complémentarité voiture-train et ça passe notamment par le traitement de la donnée et par les objets connectés, Laure Wagner. Oui, d'abord sur la complémentarité, effectivement, il y a 1 milliard de voitures sur Terre qui permettent de voyager un peu partout où il y a une route et c'est une liberté incroyable qui est complémentaire au train et on peut faire un voyage en train jusqu'à une gare et finir en covoiturage. C'est le sujet du dernier kilomètre en fait. Et nous, notre rôle aujourd'hui, et on s'améliore tous les ans, c'est d'optimiser le remplissage des voitures parce que
une voiture qui pèse 1 tonne pour transporter une personne qui pèse 80 kilos, il y a quelque chose de complètement illogique pour l'instant, voilà. C'est pas grave. Donc non seulement elle passe 95% de son temps arrêtée, garée, mais les 5% du temps où elle roule, il n'y a que 1,2 personnes par voiture. Donc voilà, nous, il est là notre combat. Et donc on s'évertue à faciliter le partage de chaque trajet, aussi bien sur les trajets de départ en week-end et départ en vacances avec Blablacar que sur les trajets réguliers domicile-travail sur BlaBlaLines. Et donc, actuellement, depuis janvier 2018, on s'est largement amélioré grâce à un nouvel algorithme de corridoring. Je vous invite à voir ce que c'est. Le corridoring. Pour pouvoir, qu'est-ce que c'est que ça, alors avant, on mettait en relation les personnes qui faisaient exactement le même trajet. Ouais. Donc, que ce soit un Paris-Lyon ou un Gif-sur-Yvette La Défense. Et depuis janvier, en fait, on est capable de savoir, sans avoir à demander au conducteur par où il passe, parce que du coup, c'est ça l'intelligence, c'est que le conducteur n'a pas besoin de dire, quand Paris et Lyon, il va pas lister toutes les villes par lesquelles il passe, évidemment. Mais donc nous, on va savoir exactement les points par lesquels il passe, et donc on va pouvoir le mettre en relation avec des passagers qui souhaitent faire tout ou partie du trajet. Et notre intelligence aussi, c'est de savoir si un passager veut faire une partie d'un trajet, s'il vaut mieux le mettre en relation avec tel ou tel conducteur pour aller vers celui qui correspond au plus grand trajet. Enfin voilà, pour optimiser le remplissage des voitures et éviter les détours et minimiser le nombre de kilomètres parcourus. Mmh. Pour vous, alors on parle beaucoup de voitures connectées et de voitures autonomes. Alors bon, c'est dans un avenir assez lointain, hein. C'est pas pour tout de suite, mais on voit que les voitures aujourd'hui haut de gamme sont de plus en plus assistées en quelque sorte, et c'est un ennemi de Blablacar, la voiture autonome, parce que c'est vrai que s'il n'y a plus de conducteur, comment va exister Blablacar demain ? Très bien, parce que notre métier, c'est justement d'optimiser le remplissage de la voiture. Actuellement, la voiture est conduite par un conducteur, et donc on s'adresse au conducteur particulier, on l'incite, on lui demande de publier ses places libres sur Blablacar. Mais demain, si la voiture est une voiture publique, autonome, qui appartient aux collectivités locales ou à l'entreprise ou même à sa résidence, voilà, peu importe, eh bien, nous, on sera là pour optimiser le remplissage de la voiture, et quelqu'un qui décide de la prendre en premier pour aller au travail, nous, on va être en mesure de calculer les différents stops pour pouvoir prendre des passagers sur le même trajet. Donc nous, on en est là. Le jour où la voiture autonome arrivera, on fera les tests avec les premiers tests grandeur nature, mais en tout cas, on sera là pour continuer d'optimiser, et on espère qu'on se dirigera vers un monde de voitures autonomes différent, que le système changera et qu'on ne sera pas juste en remplacement de chaque voiture thermique actuelle sur un modèle de possession par une voiture autonome demain, chacun la sienne, parce que du coup, si on fait ça, on ne résoudra pas du tout le problème de l'encombrement urbain, de pollution, etc. Donc, faire un modèle de partage de voitures servicielles, là, ce sera vertueux pour l'environnement. Est-ce que une dernière question, est-ce que le public est prêt à accepter cette notion de partage ? Alors vous allez me dire oui avec les millions de clients que vous avez au quotidien, mais est-ce que vous pensez qu'un jour vous arriverez à convertir à cette philosophie 100% des automobilistes et des gens qui voyagent ? Alors, actuellement, on peut dire qu'il y a 3 leviers pour faire adopter la pratique du covoiturage. D'abord, l'envie de partager, parce que c'est logique, c'est du bon sens en fait de ne pas gaspiller. Et actuellement, on a 65 millions de membres, 15 millions de membres en France. Vous imaginez, c'est quand même énorme. Vous connaissez tous quelqu'un qui covoiture. J'espère que ceux qui nous regardent ont fait le pas de proposer leur place, soit domicile-travail sur BlaBlaLines ou longue distance sur Blablacar. Mais 2 leviers de demain. Le pétrole est en forte augmentation, et c'est une dynamique haussière qui ne va pas s'arrêter a priori, puisqu'on est quand même sur un monde fini et des ressources qui donc le prix va augmenter. On voit que la fiscalité par exemple du diesel augmente, le diesel est de plus en plus cher. Donc aussi, le prix à la pompe va faire qu'on sera de plus en plus motivé à partager les frais, et aussi la prise de conscience environnementale, tout simplement parce qu'on se rend compte que le GIEC l'a dit, on a 10 ans pour réduire de 45% nos émissions de CO2. Chacun est en train de faire sa transition écologique, et on espère qu'effectivement ça donnera des idées à certains de se mettre au partage. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Laure Wagner, donc de Blablacar. Vous restez avec nous, on va rester dans la voiture autonome avec 2 exemples, en tout cas 2 visions de la voiture autonome. Ou de la voiture tout court d'ailleurs. Oui, un assistant vocal et puis une navette autonome aussi. On en parle dans un instant dans ce 01 Live spécial.
Alors avec deux nouveaux invités qui nous ont rejoints. Emmanuel Ouzillot, cofondateur et CSO de Newport IMS. Newport IMS, c'est une solution, vous allez tout nous dire, d'assistant vocal pour la voiture. Bonjour. Bonjour. Et puis nous avons aussi, alors là, évidemment, Pejvan Begui. c'est sur moi. J'ai bien descendu. Voilà, Pejvan Begui, merci. Bravo. Bonjour. Alors parlez bien près du faut micro. parler bien près du micro comme ça. Et alors, vous représentez la société EasyMile qui est spécialisée dans les navettes autonomes. Exactement. Et vous allez nous expliquer comment vous imaginez justement peut-être le transport en commun de demain, parce que Mais on peut peut-être commencer avec vous. une navette avec vous. Voilà. On parlait tout à l'heure, voilà, de la voiture autonome, etc. avec Blablacar. Alors. Qui êtes-vous? Présentez un petit peu votre société et comment vous imaginez les transports de demain. Alors la société EasyMile, c'est une petite entreprise française qui a pas mal cru au cours des dernières années. Voilà, et aujourd'hui, on est 150 employés et on travaille sur la mobilité autonome. Donc on nous connaît beaucoup pour notre petite navette qui est donc électrique et autonome et qui est déployée à peu près partout dans le monde aujourd'hui. Et on travaille aussi avec des partenaires. Alors attendez, vous dites où est-ce qu'on peut aller la voir, l'essayer, la pratiquer, votre petite navette? Alors aujourd'hui, par exemple, notre partenaire, la RATP, on a déployé au niveau du bois de Vincennes. Donc, oui, dans le bois de Vincennes, donc effectivement. dans le bois de Vincennes. Un peu de ce côté, voilà. Et donc, je crois que le service aujourd'hui, il opère le vendredi, samedi, dimanche. Et donc, on peut aller essayer la navette là-bas. Après, on a divers déploiements dans la France d'autres villes et de dans France. le monde. Alors qu'on comprenne bien, oui. on monte dans une navette, il n'y a pas de chauffeur. Exactement. Il n'y a personne. Enfin, il n'y a personne. Il y a d'autres. personne. Il y a d'autres passagers, mais parfois la navette elle se déplace toute seule. Donc typiquement si elle doit aller vide, si elle doit aller par exemple, je sais pas moi, se recharger, elle peut aller au point de chargement toute seule. Mais comment ça marche? Alors la technologie, elle est assez compliquée. Ça utilise. C'est la combinaison, j'imagine, de plusieurs technos. De plein de capteurs, de plein de technologies, donc de robotique, d'intelligence artificielle, etc. Et c'est comme ça qu'on la rend robuste. Mais donc, rapprochez votre micro. Mais donc aujourd'hui, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on se localise de manière extrêmement précise dans des parcours qu'on a déjà prédéfinis. Oui, c'est et on définit les arrêts, propre, etc. En fait. Voilà, c'est pas nécessairement en site propre, mais disons que le niveau de safety et de sûreté qui est exigé aujourd'hui par les opérateurs de transport, comme l'expliquait notre prédécesseur, votre interlocuteur de la SNCF, on peut pas transiger sur la sûreté. Et donc le niveau de sûreté qui est exigé est très très important. Et donc on fait des études de risque, on visite les sites. Mais donc c'est ça qui vous bloque entre guillemets aujourd'hui, c'est-à-dire que pourquoi il n'y a pas des dizaines de véhicules comme ça dans les centres-villes? Oui, dans Paris, on pourra avoir ce type d'appareil ou pas? Dans Paris, effectivement, on pourra en avoir. Aujourd'hui, le challenge, c'est premièrement les trafics très denses, etc., qui font qu'on peut se retrouver dans une situation d'interlocage. Et autant quand on est un conducteur humain... Les situations de blocage, par exemple, dans le trafic, etc. Quand on est un humain, on tente un petit peu sa chance, on force le destin, etc., mais on n'a pas envie qu'un véhicule sans conducteur tente sa chance, je veux dire. Non. Donc, c'est par rapport à ça qu'on a des blocages aujourd'hui, et la technologie elle a besoin de maturer aussi, donc c'est pour ça que l'ennemi de vos véhicules, c'est nous en fait, c'est les humains, c'est les automobilistes. On peut le voir comme ça. C'est pas que les automobilistes, c'est aussi les piétons. C'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humain, exactement. L'ennemi du robot, c'est l'humain. Ça fait un peu peur. Voilà, moi c'est dit. Terminator. Mais voilà, l'ennemi. Mais quel est le degré d'intelligence de cette navette? Moi, je trouve ça, c'est vraiment bluffant quand même. Hein. Elle part toute seule, et puis elle est électrique. Mais elle peut réagir au feu rouge, à des justement des passages piétons, enfin des choses comme ça, des ronds-points. Et ça, c'est quoi le? C'est des technos qui sont maîtrisés, ça aujourd'hui en fait. Là, ce qu'on voit là, on se rend pas trop compte. Hein, c'est sur des routes où il y a pas grand monde qui circule. Ça, c'est une vidéo qui est très très ancienne. Qui est très ancienne. Oui, mais elle est très évocatrice. Voilà, on voit comment ça fonctionne. Le concept, exactement. Donc aujourd'hui, quand il n'y a personne autour, ça marche super bien. Voilà, quand il n'y a personne autour, c'est très facile. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que comme c'est une technologie nouvelle, les gens ils aiment bien expérimenter aussi ces technologies nouvelles, et c'est pas rare que les passants s'amusent à
se jeter devant le véhicule pour tester. s'assurer que ça va bien s'arrêter. Donc il y a des lois de la physique. Ils sont un peu suicidaires quand même, voilà, ces gens-là. je pense que personne ne se jette devant une voiture avec un pour voir conducteur si humain pour voir s'il va s'arrêter. Ouais. Évidemment qu'il va s'arrêter. Ouais. Vous avez des... Non, mais sérieusement, vous avez des gens qui sont comme on a ça? beaucoup de gens Oui, qui c'est font pour comme ça, tester ouais. l'arrêt automatique, ouais, en effet. Exactement. Et donc, même si la technologie elle était parfaite, on aurait quand même des gens qui interféreraient avec le trafic comme ça. Donc c'est aussi pour ça que nos partenaires ils font pas mal d'expérimentations pour sensibiliser les gens à cette nouvelle manière de se transporter. Il va falloir que ça se banalise. Voilà, et aussi pour expliquer aux clients comment ça va fonctionner, et aussi pour comprendre comment ils vont bénéficier de cette nouvelle technologie. Mhm. En termes de sécurité, alors à la fois sécurité évidemment routière, mais sécurité de la data. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IoT, à l'occasion de cette journée de l'Axel. C'est une problématique forte quand même pour les voitures autonomes. C'est une problématique très forte. Donc, si en fait on n'est pas sûr d'un point de vue cyber, on va créer des risques d'un point de vue safety. Est-ce qu'on peut hacker un véhicule comme ça pour l'envoyer dans un mur Aujourd'hui, ça nous est jamais arrivé et on pense qu'on est sur vraiment la bonne route là-dessus. Nos clients sont des gens extrêmement risk-averse, ils veulent pas prendre le moindre risque et ça nous fait beaucoup progresser. Donc on a deux manières de sécuriser la chose. Premièrement, on fait des audits de sécurité avec des sociétés spécialisées. Donc jusqu'à présent, nos audits n'ont rien montré qui pose problème. Et deuxièmement, on a deux niveaux de logiciels différents. On a un logiciel qui est complètement indépendant, qui fonctionne en boucle fermée, qui est complètement inaccessible par les différentes autres couches logicielles, par l'extérieur, etc. Et qui, en cas de risque, prend la main et met le véhicule dans une position de sûreté. Donc aujourd'hui, voilà, nous on a... il ne peut pas être piraté pour être téléguidé à distance. Je pense que... Non, aujourd'hui, non. Pirater pour le téléguidé à distance, ça impliquerait de franchir au moins 3 ou 4 protections. Et aujourd'hui, on pense que c'est improbable. Donc je ne veux pas dire impossible, parce que rien n'est impossible. Si la NSA décide qu'ils veulent le faire, ils vont sans doute réussir à le faire. Mais aujourd'hui, avec les moyens des hackers traditionnels, je considère que c'est improbable. Oui. À votre avis, quand est-ce que un grand projet d'envergure de navette autonome va voir le jour? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y en a, mais malheureusement, ce sont des petits exemples, encore en phase expérimentale, des petits trucs, en fait. Voilà, où on se rend pas trop compte, les gens ne se rendent pas trop compte. Quand est-ce qu'il y a une municipalité qui va dire, ok, on va mettre une navette autonome et les habitants de cette ville pourront vivre cette expérience au quotidien. Ça va arriver, ça ou pas? Eh j'en profite pour faire appel à tous les gens des municipalités qui nous regarderaient, parce que nous, on serait très partants pour faire ce genre de projet. Enfin, si vous dites ça, c'est que c'est mauvais signe, c'est qu'il y a pas, c'est pas prêt. Enfin, comment dirais-je? Aujourd'hui, culturellement, les gens, je pense qu'ils sont pas nécessairement prêts, et je pense aussi que l'industrie, elle est pas non plus nécessairement prête. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos technologies sont vraiment de pointe, et donc produire les capteurs qui sont sur nos véhicules, c'est encore quelque chose de très difficile, de très coûteux, et donc si par exemple demain on se dit tiens on va en produire 500 000, il n'y a personne qui est capable de nous fournir ces 500 000 capteurs. Donc ça c'est un des freins, et puis bien sûr le prix des capteurs etc. aussi est un frein. Donc on imagine, on prévoit que dans les prochaines années les prix vont beaucoup baisser, les capteurs vont beaucoup augmenter en performance. Il y a énormément de startups avec des gens très 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 intelligents qui sont en train de travailler sur ces sujets, et donc voilà, même si aujourd'hui ça paraît pas facile à réaliser, on pense que dans 2-3 ans ce sera beaucoup plus facile. Super, en tout cas on voit que ça bouge, parce qu'en plus vous savez, il y a des concurrents, je pense, il y a Navia à Lyon, il y a etc. Navia en France, donc la France elle est très en avance sur ce sujet. Très bien. Mais c'est vrai que je pense que les pouvoirs publics aussi ont leur rôle à jouer pour inciter, pour fluidifier tout ça. Exactement, donc nos partenaires sont en contact avec les pouvoirs publics et on avance sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci. Pejvan. Mais voilà, j'y suis arrivé. On va rester avec nous, on va continuer à parler de voitures, de confort. Alors on va pas parler de voitures autonomes, mais plutôt de ce que le conducteur peut faire et de quel service il peut bénéficier grâce à un petit produit que vous êtes en train, une solution très ambitieuse que vous êtes en train de mettre au point, Emmanuel Ouzillot. Oui, qui s'appelle Phoebe. Qui s'appelle Phoebe. Voilà, la société s'appelle Newport. Elle est basée en Normandie. C'est une petite entreprise. Et pour installer des navettes autonomes en Normandie, ça serait bien. Ah mais moi je suis pour les navettes autonomes. D'autant plus que j'ai vécu au Mexique dans une grande ville et je pense qu'il y aurait vraiment un intérêt à avoir ce type de navette
dans des villes comme Mexico, où j'ai moi-même été confronté à un trafic et une perte de temps énorme. Ah ouais, parce que les Mexicains en voiture, il paraît que c'est chaud. C'est chaud, voilà, c'est ça. C'est chaud. Mais ils sont malins et ils trouvent des solutions. Donc je pense que vous avez de l'avenir en France et au Mexique. Alors, revenons à là, on est dans la voiture. Revenons à Phoebe. Donc là, on est dans la voiture. Donc Newport, effectivement, développe Phoebe, qui est un assistant vocal. Cet assistant vocal, il a pour mission de vous rendre des services et d'effectuer des tâches pour vous simplifier un petit peu la vie en mobilité. Alors je vais prendre des exemples, ça sera beaucoup plus simple. Il est capable de vous réserver votre parking et même de vous le payer. Alors voilà, on le voit, donc c'est un petit appareil. Alors voilà, c'est un petit boîtier qui se place sur n'importe quel tableau de bord de n'importe quelle voiture, de n'importe quelle marque. Ce qu'on voit idéalement, c'est que demain il sera intégré dans la voiture. Mais bien sûr, bien sûr. On sait que dans 3-4 ans, il sera complètement intégré au véhicule, mais c'est une façon d'aller plus vite et de pouvoir le proposer à l'ensemble du marché, puisque finalement, il suffit d'avoir une alimentation en électricité, c'est-à-dire un allume-cigare ou une prise USB pour faire marcher Phoebe. Et alors, je lui parle. Alors vous lui parlez et donc vous lui dites j'aimerais que tu prennes en charge mon parking. Et donc lui il va se charger d'émettre le ticket de parking. Il va vous demander tu veux rester combien de temps? Vous allez lui dire je pense 1 heure. Et il va émettre le ticket de parking pour 1 heure. Il va s'assurer que les pouvoirs publics, s'ils passent vérifier que vous avez payé votre parking, effectivement c'est bien payé et que vous n'allez pas recevoir une amende. Et si vous revenez un petit peu plus tôt, il va même réduire le temps que vous avez, le temps du ticket, donc vous allez payer moins cher. Et si vous êtes sur le point de dépasser ce temps-là, il va prendre contact avec vous via votre téléphone au bureau ou je ne sais où, et vous demander si vous voulez prolonger la durée du parking. Mais alors, quelle différence? C'est un peu un secrétaire finalement de, c'est à la fois, c'est l'automobile. C'est un concierge qui vous rend des services. Donc on a des services sur le carburant, sur les parkings, donc tout ce qui peut être automatisé en fait aujourd'hui. Parking, donc il peut me réserver une place au restaurant, par exemple. Il peut vous réserver une place au restaurant. Il peut même pour un drive dans le cadre, il peut vous prendre un Big Mac pour vos enfants et éviter que vous ayez à sortir votre moyen de paiement. C'est-à-dire que par les systèmes de reconnaissance de plaque aujourd'hui, on sait associer un véhicule et nous, on sait se dire qui est à l'intérieur de la voiture et on sait faire payer cette personne. Donc en fait, on fluidifie. On n'invente pas vraiment des nouveaux services. On ne fait que fluidifier des services existants. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies de l'information rendent possible en fait cette fluidification. On n'a plus besoin de faire 200 mètres pour aller mettre 3 francs 6 sous 3 euros 6 sous dans un coffre-fort métallique au bout de la rue. La voiture peut faire ça pour vous. De moins en moins, on peut le faire avec une appli de manière assez simple. Alors c'est très intéressant ce que vous dites. Donc l'avantage de la voix, c'est que quand vous êtes en véhicule, il est préférable d'éviter de manipuler un smartphone, voire d'appuyer sur des boutons ou d'être monopolisé par un écran. Et donc nous croyons beaucoup au vocal et tout ce qui a été fait dans le domaine du langage naturel montre qu'aujourd'hui la machine est capable de bien comprendre, d'interpréter vos intentions et de trouver des réponses. Alors, mais quand même, qu'est-ce que vous proposez de plus qu'un Amazon Alexa ou un Google Home qui ne sont pas encore dans les voitures, mais qui vont y arriver très vite, on le sait. Ils ont l'ambition d'arriver dans la voiture. Mais d'autant qu'il y a certains constructeurs qui lancent leur propre assistant exactement. vocaux. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Renault a annoncé un deal avec Google, je crois, etc. Oui, l'Alliance a annoncé un deal avec qui de tel constructeur avec Alexa, qui de tel autre, etc. Voilà. Alors. Donc aujourd'hui, l'état de l'art, c'est quoi? C'est qu'on est très concentré. Enfin, les offres sont très concentrées sur ce qu'on appelle les commandes, c'est-à-dire à la voix, je lève les vitres électriques, je demande de la musique, je fais ouvrir la porte de mon parking, j'allume ma maison. Si on parle par exemple d'Alexa, nous on est vraiment focus sur exécuter des tâches. C'est-à-dire que si on demande à Phoebe qui est l'âge de Barack Obama ou d'ouvrir la porte du garage ou d'allumer ou d'éteindre les phares, on fait pas ça. Par contre, si on demande à Phoebe de vous trouver une nounou parce que vous êtes en retard pris dans le trafic et qu'il faut absolument envoyer une nounou pour prendre le relais avec vos enfants, on sait le faire. Alors je dis pas que les autres assistants ne vont pas aussi s'y mettre. Peut-être aussi. Mais aujourd'hui, voilà. Il y a un côté transactionnel. Il y a un côté transactionnel, il y a un côté aussi de faire les choses. Maintenant, l'autre point
ça c'est une vision que je partage avec vous, je suis pas sûr qu'il y aura un assistant qui va vampiriser l'ensemble des usages, l'ensemble, etc. Je crois beaucoup à la coexistence de plusieurs assistants qui vont, tenez-vous bien, parler ensemble. Et donc peut-être que Phoebe ira demander à Alexa un truc qu'il sait pas faire, ou que Alexa ira demander à Phoebe quelque chose qu'il sait faire mieux qu'Alexa, etc., etc. Ouais, l'interopérabilité entre les systèmes. Je crois beaucoup à ça. Ben, on vous souhaite bonne chance. Je vous remercie. Phoebe, voilà. Et bien voilà, ce premier 01 Live spécial réalisé depuis l'accès à l'occasion de cette journée de l'Internet des objets se termine. Un deuxième vous attend sur 01nettv.com et sur YouTube. On va parler de la santé, qui est un autre gros sujet dans lequel durant cette journée. L'IoT a énormément de place. Voilà, merci de nous suivre sur 01net TV, à très vite.